Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire la présentation, le débrief plutôt. Débrief, oh là là, pas d'erreur, de l'étape numéro 2 de cette Vuelta. Alors normalement, la vidéo aurait dû arriver un peu plus vite que prévu, un peu avant, mais j'ai dû la réenregistrer. En fait, je la réenregistre parce que la première version, l'image était tout floue, la caméra n'a jamais réussi à faire la mise au point. J'ai fait la vidéo trop tardivement par rapport au soleil, pourtant il était 19h, hein, donc on peut pas dire qu'il était très tard, mais bon, 19h45, voilà, l'heure d'enregistrement, mais il semblerait que c'était trop tard pour ma caméra. Donc je la réenregistre, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser votre entourage. Cette deuxième étape était donc une étape de plat. On partait de Calerhuega pour aller du côté de Burgos, de nouveau une arrivée à Burgos comme la veille. Il faut savoir qu'on n'avait pas eu d'arrivée à Burgos depuis Boquemolema en 2013 et que la dernière arrivée au sprint c'était 2010, Mark Cavendish. On a eu un très beau sprint, même si le final était assez nerveux. Il y a eu une chute, notamment à 4 km de l'arrivée avec pas mal de coureurs de la Bora. Beaucoup de ronds-points également dans le final. C'était un sprint assez nerveux, mais comme d'habitude, j'ai envie de dire sur les grands tours, quand c'est la première étape pour sprinter, on se souvient cette année notamment à Pontivy sur le Tour de France, c'est toujours très nerveux et encore plus quand vous avez un final assez technique. C'était le cas à Pontivy, c'était encore le cas du côté de Burgos, même si c'était quand même beaucoup moins dangereux qu'à Pontivy parce que la route était en meilleure qualité. On était sur une belle route quand même, hein. À part les ronds-points, c'était la seule grosse difficulté, c'était les ronds-points sur cette étape. On commence tout de suite par le bilan des Bleus. Du côté du bilan des Bleus, on va commencer par la bonne nouvelle du jour. Aucun coureur français qui joue le général, on va dire, n'a perdu du temps. C'est le cas pour Romain Bardet, Guillaume Martin et Geoffrey Bouchard qui n'ont pas perdu de temps. Je précise, oui, Geoffrey Bouchard joue bien le général. Il veut gagner une victoire d'étape, mais également jouer une bonne place au général. Il y a les deux parce qu'on me l'a posé dans les commentaires. C'était un peu plus bas dans les interviews souvent et quelquefois ça a été coupé, mais moi je l'ai vu sur Cyclisme News, je l'ai vu également sur Eurosport, sur le site d'Eurosport. Donc techniquement quand c'est présent sur deux sites c'est que ça doit être plutôt pas mal. Et puis de toute manière quand vous voyez comment a été construit un petit peu l'équipe et comment il a fait sa préparation notamment autour de Burgos, c'est que c'est pas faire pour faire numéro 25, et il l'a dit, il ne joue pas le classement de la montagne parce qu'il a déjà un maillot de meilleur grimpeur chez lui, c'est celui du Giro. Donc ces trois-là n'ont pas perdu de temps. Le seul coureur français qui joue le général, mais je suis même pas sûr parce que je pense qu'il est équipier de Ciccone, c'est Kenny Elissonde qui a perdu un petit peu de temps. Maintenant on va passer aux choses qui fâchent, ce sont les sprinters. Ça a été compliqué pour les sprinters aujourd'hui. On va commencer avec Arnaud Démare. Je sais pas trop ce qui s'est passé avec Arnaud Démare. L'équipe a contrôlé toute la journée pour lui. Déjà, je suis pas sûr que c'était la meilleure solution parce que certes Arnaud Démare est un bon sprinter, mais il n'a pas couru depuis la Vuelta, donc on ne sait pas trop dans quel état de forme il est, tout simplement. Surtout que le Tour de France, il a arrêté en étant très fatigué, ce Tour de France hors délai, je rappelle, lors de l'étape de Tignes. Et donc du côté d'Arnaud Démare, on contrôle toute la journée. On laisse également l'échappée pas plus de 2 minutes 30 à peu près, ce qui là aussi est assez surprenant, parce que l'échappée était quand même pas composée de 3 coureurs très connus, pour être d'excellents baroudeurs. On avait un coureur de Burgos, un autre de Euskadi, je l'ai dit à la basque, et un troisième de Cara Rural. Donc c'est déjà pas les équipes les plus fortes quand même de cette Vuelta, donc assez surprenant. En plus il n'était que 3, c'était une étape quand même, il y avait beaucoup de chaleur, donc il y avait un peu de vent aussi qui n'était pas forcément favorable. Donc je sais pas pourquoi ils ont roulé comme ça en tête de peloton toute la journée, mais bon. Avec notamment la De Koninck. Je pense qu'ils auraient mieux fait de laisser faire De Koninck, parce qu'en plus il y a d'autres équipes qui n'ont absolument pas participé à la poursuite des coureurs au final. Bon, on roule toute la journée, c'est bien, mais dans le final, il faut encore avoir des cartouches. Et là, déjà, ça a été beaucoup plus compliqué dans le final parce qu'on les voyait quand même beaucoup moins. Ils étaient beaucoup plus discrets à partir de 50 km de l'arrivée, même un petit peu avant. On a en fait très peu vu sur la deuxième partie d'étape, sur le dernier tiers d'étape, je dirais, la Groupama FDJ. Et puis, dans le final, donc Démare finit seulement 14e, mais quand vous regardez un peu plus en détail les résultats de la Groupama FDJ, vous allez voir que Guarnieri est en fait dans le groupe à 38 secondes. Donc si il n'a pas pu faire son sprint avec Guarnieri,
c'est sûr que c'est un peu plus compliqué. Vous voyez notamment Jenietz, Roux, Ludvigsen qui sont à 2,35, Guarnieri à 36. Et en fait, les seuls qui sont avec lui, c'est Mollard, Le Gac, Silkendam. Le Gac et Silkendam qui ne sont pas techniquement des lanceurs à proprement parler de démarre, et quand vous voyez où ils sont placés, ils sont 70e et 72e du groupe. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment à l'arrière de ce premier groupe de sprinters. Donc ça montre que Arnaud Démare, en fait, dans le final, il a dû se débrouiller seul, et on sait très bien qu'Arnaud Démare seul, il est rarement performant. Il aime plutôt avoir des équipiers avec lui. On continue avec le deuxième français, c'est Venturini. Là aussi, assez incompréhensible la stratégie du côté d'AG2R Citroën. Ils étaient que 2 pour l'accompagner. Après voilà, du côté de chez AG2R, on a Bouchard, donc il faut bien des gens pour épauler Geoffrey Bouchard, notamment Champoussin, notamment Calmejane. Donc ce qui fait qu'il y a que vous avez Dorian Godon et De Wolf qui sont avec lui. Pourquoi De Wolf est en tête quasiment du peloton à 10 bornes de l'arrivée? Quand vous n'êtes que 2 et que Dorian Godon, c'est un poisson pilote de Venturini. Vous n'êtes pas forcément le favori du sprint en plus, parce que Venturini, il n'était pas favori pour la gagne. Ça aurait été déjà bien s'il était dans le top 8. Venturini, j'aurais mis en top s'il était dans le top 5, très clairement Venturini. S'il était à la place d'Alexa Rambourou, j'aurais mis dans le top 5. Dans les tops, aujourd'hui. Mais du côté de Clément Venturini, il faut suivre les autres trains. Voilà, vous n'êtes que 3. Quitte à tenter de remonter à 1,5 km. Mais faut pas être devant le peloton. Là, c'est sûr que c'est mort. Donc Venturini, sur la fin, il a dû se débrouiller seul. Et en plus, je pense qu'il avait déjà bouffé du vent quand il y avait que De Wolf et Godon devant lui. Moi, j'ai pas compris cette stratégie de la G2R de se mettre devant le peloton. Il n'y avait pas d'intérêt à ce moment-là, à part de ne pas jouer la gagne. Et c'était assez stupide, je pense, de la part de la G2R. Mais c'est encore une fois, comme je disais, c'est pas avec un seul coureur qu'on change la physionomie d'une équipe. Il faut aussi du staff technique. Et c'est aujourd'hui le problème de la G2R, c'est qu'ils ont du staff, mais qui n'est pas habitué à jouer les sprints et les classiques. Et c'est là-dessus qu'ils vont devoir travailler du côté de leur staff technique à G2R, c'est qu'ils vont devoir travailler dans ces deux domaines-là. Parce qu'aujourd'hui, ils veulent devenir une équipe beaucoup plus polyvalente et surtout beaucoup plus présente sur les classiques. Dans ce cas-là, il faut qu'ils aient du staff qui soit habitué à travailler dans les classiques et qui sache préparer un train de sprinters, préparer également un groupe de classiques. Et on l'a vu cette année que ce n'était pas le cas. Alors que par contre, ils ont toujours leurs fondamentaux, c'est-à-dire ils savent toujours très bien préparer les grands tours. On l'a vu notamment avec Ben O'Connor. Donc ils n'ont pas un mauvais staff technique, c'est juste que c'est un staff technique qui est spécialisé dans les grands tours et dans les courses par étapes, on va dire, et qui a du mal sur les sprints et les classiques flandriennes. Donc il faudra travailler là-dessus. Attaque de Marlou! On passe aux coureurs au top. Du côté des coureurs au top, je commence avec le vainqueur du jour, Jasper Philipsen. Quelle année quand même de Alpecin Phoenix, vainqueur d'étape sur les 3 grands tours, sur le Giro avec Merlier, sur le Tour de France, encore avec Merlier et Van Der Poel. Et puis là, donc sur ce Tour d'Espagne, je rappelle que c'est une équipe de 2e division. Alors certes avec un gros budget, et puis avec un bel effectif. J'avais dit en début d'année lors de mes présentations d'équipe que je ne comprenais pas pourquoi cette équipe-là n'était pas en World Tour, alors qu'Intermarché notamment, ou même la Cofidis sont en World Tour. C'est des équipes qui ont des effectifs beaucoup moins importants et beaucoup moins fournis, surtout au niveau de la qualité des coureurs. Là, Jasper Philipsen, 2e victoire sur la Vuelta à seulement 23 ans, sur 2 éditions différentes. Donc ça, c'est déjà très fort. Mais quand vous regardez quand même son année, elle est très bien l'année de Jasper Philipsen. Tiens, je rappelle quand même 3 fois 2e du Tour de France, 3 fois 3e également d'étape du Tour de France, très régulier, 4e du classement du maillot vert, 4e de la première étape du Tour de Belgique, 2 victoires sur le Tour de Turquie, avec également le maillot vert, parce qu'à chaque fois, quand Cavendish gagnait, il finissait 2e, vainqueur du Shell de Prague, je ne sais jamais comment s'appelle cette course en français, j'ai oublié le nom, bien entendu.
Paris-Nice, quatrième de la première étape, donc c'est quand même un coureur qui a cette année a collectionné les belles places d'honneur, mais également quelques victoires. Là, on voit encore sur cette étape la maîtrise d'Alpecin au niveau de la culture du sprint dans cette équipe, pourtant avec une armada un peu moins costaud, hein. Parce qu'on voyait quand même Alpecin sur ce Tour d'Espagne, on a quand même mis quelques grimpeurs, notamment Jevine, et un peu moins de rouleurs, contrairement au Tour de France et au Giro. Mais quand vous regardez, c'est une équipe qui maîtrise, qui sait faire le sprint. Et puis Philipsen, c'est aussi un coureur qui sait donc se débrouiller avec peu de monde avec lui, parce qu'il n'avait pas un train complet là sur l'arrivée de cette étape. Donc chapeau Jasper Philipsen qui s'est bien débrouillé dans la roue de Michael Matthews et vraiment très bon. Jacobsen également, deuxième. Jacobsen, il a fait une erreur sur ce sprint. Alors je rappelle comment on était placé au niveau du sprint. Il y avait en tête Molano qui lançait le sprint. Derrière, vous avez Michael Matthews et donc Jacobsen et Philipsen étaient derrière dans la roue, côte à côte dans la roue de Michael Matthews. Vous avez Molano qui commence à perdre de la vitesse parce qu'il part de trop loin. Donc Matthews va déclencher son sprint quasiment au même moment que Philipsen, et le problème c'est que Jacobsen il part sur la droite du même côté que Michael Matthews, donc il est obligé de faire beaucoup plus de chemin que Philipsen. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a seulement une demi-roue d'écart entre Philipsen et Jacobsen, c'est-à-dire que Jacobsen a donc fini, je pense, plus vite que Philipsen au niveau de son sprint. Ce qui est rassurant aussi, c'est qu'il a très bien frotté, mais ça j'avais peu de doutes quand même quand vous voyez ce qu'il a fait notamment sur le Tour de Wallonie. Jacobsen, même ce qu'il avait fait sur le Tour de Turquie pour aider Cavendish, il avait fait vraiment du bon travail. Le soleil magique est arrivé. Et puis du côté de Jacobsen, voilà, il a fait une seule erreur sur son sprint, c'est celle-là. Ensuite, sinon, il s'est bien protégé pendant toute la journée. Et puis, moi, pourquoi je le mets en top? Parce qu'il faut quand même se rappeler, il y a un an, ça fait il y a un an, son accident au Tour de Pologne l'année dernière. Et quand vous voyez où il en est aujourd'hui, c'est assez formidable quand même. Jasper Jacobsen, c'est quand même assez exceptionnel, parce que Fabio, il y a un an, il était sur un lit d'hôpital. On savait pas s'il allait remonter un jour sur le vélo, et puis là aujourd'hui il est de nouveau là présent, et ça c'est vraiment bien, parce que l'accident de Jacobsen, pour vous donner les dates, si je reprends l'année dernière, Tour de Pologne, c'était donc l'étape 2 du Tour de Pologne, on était le 6 août, voilà, donc 6 août, ça fait un an, un peu plus d'un an, et ce beau retour pour lui. Et c'est vrai qu'on peut comparer notamment avec un Marc Sarro qui lui n'a toujours pas réussi à retrouver sa forme aujourd'hui, mais voilà, c'est quand même très bien ce qu'il fait aujourd'hui, le coureur néerlandais, et il est de retour, et je rappelle, à seulement 24 ans. Ça montre une très très belle force de caractère quand même. Ça me rappelle un petit peu Jalabert quand il était revenu après son accident du côté d'Armentières lors de l'année 95. Et puis je termine avec rapidement Martin Lass. 7ème Martin Lass, c'est pas mal pour un coureur qui normalement devait pas faire le sprint, mais Jordi Meeus a été gêné par les chutes. Le coureur belge, et c'est vrai que Martin Lass, il a fait son sprint en forme, Martin Lass quand même, très bon sur l'Arctic Race of Norway. J'ai pas fait le débrief, mais j'ai vu 4 étapes sur les 5, et je peux vous dire que sur l'étape 3, quand il y a le passage en Finlande, il est vraiment très costaud quand il gagne son sprint, Martin Lass. Et puis ce qui est intéressant de voir, c'est que il a réussi à se démerder tout seul, donc belle capacité d'improvisation de la part de Martin Lass, et il fait quand même 7ème, donc bravo pour l'Estonien, qui, je rappelle, normalement fait partie du train du coureur Jordi Meeus. Mais si Jordi Meeus n'arrive pas à sortir un sprint de qualité, ça peut être une belle solution une solution de rechange intéressante. Je rappelle en plus que c'est seulement son 2e grand tour à Martin Lass, à 27 ans. L'année dernière, il avait fait la Vuelta, là encore, où il était dans le train de Ackermann. Les bonnets d'âne pour aujourd'hui.
On va aller assez vite sur les bonnets d'âne parce que je suis déjà à un quart d'heure de vidéo. Beaucoup de coureurs ont perdu du temps sur cette étape. Et sur une étape de sprint, c'est toujours pas top. Je commence avec Hugh Carty. Hugh Carty qui finit à 38 secondes. Déjà quasiment la minute pour Hugh Carty au général. C'est quand même pas l'idéal quand on regarde le coureur de F. Pas un contre-la-montre exceptionnel, 33 secondes. Voilà, il est désormais à 1:11 au général. Hugh Carty, après 2 jours de course, c'est quand même pas très bon pour le coureur britannique. J'espère qu'il n'est pas tombé en plus dans les multiples chutes qu'on a eues aujourd'hui, mais il a été ralenti. Donc ça, c'est vraiment pas l'idéal pour le coureur britannique et qui... on a du mal à savoir quel est son état de forme parce que moi je l'avais mis en top sur le Tour de Burgos, mais il avait quand même mal débuté ce Tour de Burgos. Moi j'ai l'impression qu'il est juste avant un pic de forme. C'est-à-dire dans cette période où d'un jour à l'autre ça peut énormément varier au niveau des performances et au niveau des sensations. J'ai l'impression qu'il est dans cette situation-là, Hugh Carty, donc ce qui serait pas rassurant pour demain. Pour aujourd'hui, avec le Picon Blanco. Je continue avec Sivakov, 1:11 aujourd'hui de perdu pour Sivakov. Non, 1:15 même pour Pavel Sivakov, il est dans le groupe Andrej Zeitz. Que dire de Sivakov à part que c'est souvent la même chose sur les grands tours. C'est quand même un coureur qui est très performant sur les courses d'une semaine. Il a notamment remporté le Tour des Alpes, il a remporté... je crois que c'est un Tour de Pologne aussi. Ça remonte déjà quand même à 2019. Mais sur les grands tours, j'ai l'impression qu'il y a un problème. Il a fait qu'une seule fois un bon tour, un bon grand tour, c'était le Giro, où il avait fini 9e. Sinon, depuis, ça a souvent été pas top. Et puis même sur le Giro, il est 9e. Il a vraiment un grand coup de moins bien à partir du milieu de la deuxième semaine. Il finit difficilement son Giro, son Tour d'Italie. Et c'est vrai que Sivakov, sur les autres grands tours, on se souvient notamment l'année dernière sur la première étape du Tour de France où il était tombé 2 ou 3 fois, je ne sais plus, du côté de Nice. Il avait eu un Tour de France compliqué. Le Tour d'Italie, cette année, là encore, beaucoup de soucis et une chute. Là encore, ralenti par une chute. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il devient quand même un faire-valoir, un équipier quand même, Sivakov, alors que c'est un coureur qui est prometteur, qui a quand même fait des très très belles choses. Est-ce qu'il ne devrait pas changer d'air ? Le problème, c'est qu'il a un contrat jusqu'en 2023, donc c'est un petit peu compliqué, mais c'est vrai que Sivakov, il y a un vrai problème de réussite, je trouve, aujourd'hui, et c'est peut-être parce qu'il est assez mal placé souvent dans le peloton. Je regardais à un moment, à 30 km de l'arrivée, il était placé à l'arrière du peloton, ce qui est assez rare de voir un maillot Ineos à l'arrière d'un peloton. Donc ça montre peut-être qu'il n'aime pas frotter, et c'est vrai qu'un leader de grand tour, aujourd'hui, doit savoir frotter, doit savoir bien se placer dans un peloton. Et puis je passe à UAE. UAE aujourd'hui, ils ne joueront pas le général. De la Cruz et Maïka ont perdu une 11. Dombrovski, c'est encore pire. Le coureur américain qui finit à 2,40. Du côté de chez UAE, on n'a plus personne. Pour le général, c'est triste parce que c'est des coureurs qui auraient pu se montrer. La chance de ne pas avoir Pogacar du côté de Maïka, de la Cruz et Dombrovski, de jouer leur chance avec quand même une belle formation autour d'eux, même si y a Molano qui joue les sprints, mais je rappelle que Molano est peut-être l'un des sprinteurs qui passe le mieux les bosses, aussi le coureur colombien, donc c'est un petit peu dommageable pour ces trois coureurs-là de perdre, d'être déjà à quasiment de 1,45, 1,50 après 2 jours de course. Et puis là encore, est-ce qu'ils sont tombés parce qu'ils finissent quand même très très loin, c'est-à-dire qu'ils ont été très ralentis par les chutes sinon. La course poursuite, ça fatigue toujours un peu en début de tour. Non, c'est vraiment pas top pour eux et je pense qu'avec ce retard-là, ils ne pourront pas jouer mieux que 6 ou 7 du côté de cette Vuelta. Et puis je termine avec peut-être la déception du sprint aujourd'hui, c'est Cimolai également ralenti par les chutes. C'est dommage pour le coureur italien qui finit à 38 secondes parce que c'est quand même un coureur qui a fait un bon Tour d'Italie, même si on l'a peu vu depuis ce Tour d'Italie. Il a fait notamment l'Adriatica Ionica Race, cette course en Italie où Viviani a repris un petit peu de la confiance. Du côté de Davide Cimolai, un petit peu dommageable, surtout qu'il a une belle équipe autour de lui, avec notamment Mats Wurtschmidt pour travailler pour les sprints. Mais là, ça s'est pas bien passé. Et puis en plus, je me disais que ce qui est pas rassurant, c'est qu'on les a jamais vus en tête de peloton. Les Israël pendant toute l'étape, donc c'est pas très rassurant quand vous n'arrivez pas à vous mettre en tête de peloton.
Bon, demain, l'étape numéro 3. On arrivera au Picon Blanco en partant depuis San Domingos de Silos. On aura notamment le Puerto del Manqueloco de 3e catégorie au bout de 39 km de course, sprint inter au kilomètre 166.5, ça sera un sprint intermédiaire sans les secondes de bonification. Le sprint bonification par contre il aura lieu en haut d'une côte de 3e catégorie à l'Alto des Bocos qui sera au kilomètre 182.5, c'est-à-dire à 20 km du sommet du côté du Picon Blanco. Je rappelle 7 km 6 à 9,1% de moyenne côte de première catégorie après 202 km de course. Grande question, est-ce qu'un leader prendra le risque d'attaquer, quitte à prendre le maillot de leader et à devoir le conserver très longtemps ensuite, parce qu'on n'est qu'au 3e jour de course, surtout qu'après ce Picon Blanco, on aura beaucoup d'étapes de plat, un peu d'étapes difficiles quand même avant ce week-end dans cette Vuelta, donc c'est prendre un gros risque. J'ai peur qu'on laisse partir une échappée, qu'on ne prenne pas le risque d'aller à l'attaque ou qu'on finisse avec un sprint massif du côté du Picon Blanco, parce qu'il n'y a pas d'intérêt pour certains coureurs à prendre de l'avance et à avoir le maillot de leader. Est-ce qu'un Hugh Carty attaquera vu qu'il est un peu en retard, des Maïka, des De La Cruz? C'est peut-être intéressant pour eux cette étape pour reprendre du temps après 2 premières étapes un petit peu compliquées. Bon, on verra tout ça du côté à 17h30. D'ici là, j'espère que vous allez vous abonner à la chaîne, vous allez réagir dans les commentaires, mettre un pouce bleu également, et puis partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser votre entourage. Et puis nous, on se retrouve pour faire le débrief de cette étape numéro 3. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.